l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Vous êtes sur Africable Télévision, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. De nombreuses armes ont été saisies par les forces maliennes et leurs alliés à Gao. Une saisie qui démontre que les djihadistes sont redoutablement armés. De leur côté, les Français sont préoccupés par l'utilisation de moyens artisanaux. Ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, un accord régional a été signé ce dimanche par 11 pays à Addis Abeba. L'ONU a joué les intermédiaires. Le document est destiné à mettre fin au conflit entre le groupe rebelle M23 et le gouvernement. Le pape Benoît XVI a lancé son dernier Angelus devant une foule de fidèles, place Saint-Pierre de Rome. Un moment très particulier sur fond de nouvelles intrigues au Vatican. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal. 6 semaines depuis le lancement de l'opération Serval au nord Mali, des troupes combattantes découvrent petit à petit l'arsenal des djihadistes. Il est impressionnant. Sur l'aéroport de Gao, un colonel a passé en revue les armes saisies devant la presse. Les Français de leur côté sont préoccupés par l'utilisation de mines artisanales IOD. Des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des lance-roquettes, des obus, des explosifs et des munitions. Voici des armes saisies par les forces maliennes et françaises dans la région de Gao, au nord du Mali, depuis le 26 janvier. Des armes qui, selon un colonel de l'armée malienne, illustrent la capacité de destruction des forces djihadistes. Donc en face, ça nous donne une idée d'une armée, en fait des organisations qui ont la capacité d'une armée, la capacité de destruction de toute une armée. Donc c'est des moyens importants de destruction. D'après le colonel, ces armes proviennent en partie des stocks de l'armée malienne, mais aussi de la gendarmerie sénégalaise ou d'autres pays limitrophes. Dans l'arsenal, on trouve pêle-mêle des fusils M16 américains, des fusils à pompe, mais aussi des uniformes de l'armée malienne ou encore des autocollants avec des drapeaux de la Libye. Pour le colonel Mistral de l'armée française, ce ne sont pas seulement les armes dont disposent les djihadistes qui sont inquiétantes, mais aussi l'ingéniosité de ceux qui les utilisent. Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les moyens artisanaux qui sont mis en œuvre avec les roquettes, notamment les roquettes 222, puisque les groupes armés djihadistes arrivent à mettre en place des systèmes télécommandés à l'aide de téléphones et à le faire pour faire peser une menace permanente, soit sur de l'aéroport, soit sur la ville de Gao. Gao est la plus grande ville du nord du Mali. Elle a été occupée pendant 9 mois en 2012 par des groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda et a été reprise par les armées françaises et maliennes le 26 janvier. Depuis, elle a été le théâtre de violences. Des djihadistes qui s'y sont infiltrés ont commis les premiers attentats suicides de l'histoire du Mali. Mali toujours, le ministre du Développement social, de la Solidarité et des Personnes âgées a conduit le jeudi dernier une mission humanitaire du système des Nations Unies à Tombouctou pour s'enquérir des besoins urgents des populations qui ont connu 10 mois d'occupation islamiste avec son cortège de méfaits sociaux et de brimade des droits élémentaires. Une exclusivité pour Africable Télévision signée Oussouf Diagola et Famoussa Sidibé. Le ministre Mamadou Sidibé était accompagné du directeur des opérations du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, John Ging, est spécialement venu pour réunir les représentants au Mali de l'OMS, de l'UNICEF, du PNUD, du HCR et de OCHA pour apporter une réponse concrète. Avec le comité de crise, les secteurs prioritaires identifiés sont l'école, marquée par le manque d'enseignants et de matériel didactique. La santé, où l'on constate une rupture de stock des médicaments essentiels, est aussi marquée par une forte progression de la malnutrition, notamment infantile. L'électricité constitue vraiment, en tout cas, quand même un problème très sérieux. Si je vous dis que nous sommes à 3 nuits sans électricité, vous voyez bien ce que ça fait. L'eau, ça va un peu, en tout cas, quand même, on a pu trouver comme une solution. On est déjà dans cette réflexion.
on est déjà en réflexion avec EDM pour savoir comment il faut faire vite pour que les choses se passent. L'école également. Parce que nous disons qu'il faut absolument le retour immédiat de l'administration. Parce que pour nous, l'objectif essentiel, c'est de sauver l'année scolaire. Nous avons le matériel et nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour soutenir les professeurs et pour soutenir les enfants. Donc je suis très contente que vous parliez de 60% des écoles qui sont ouvertes. J'entends le problème des petites filles, donc il va falloir aussi faire attention à beaucoup d'autres choses. La population était déjà pauvre avant, elle est devenue plus pauvre. Et il n'y a pas de produits. Si on alimente Tombouctou à partir de Mopti, parce que les frontières algériennes et mauritaniennes sont fermées, les populations n'auront pas les moyens de payer les produits. Cela est provoqué par le fait que l'Algérie et la Mauritanie, deux pays d'où est importée la quasi-totalité des denrées alimentaires, ont fermé leurs frontières avec le Mali, mais aussi et surtout parce que les commerçants arabes, par crainte de représailles et de vengeance pour collaboration avec l'ennemi, ont fermé boutique et fui la ville. Mes collègues de la communauté humanitaire, ils sont prêts à augmenter leur présence et à augmenter leur travail auprès de vous. Et donc mon travail, lorsque je vais retourner à New York, ce serait de m'assurer que nous pouvons apporter rapidement, le plus rapidement possible, l'appui qui est nécessaire pour répondre à ces besoins. L'heure n'est plus donc aux promesses, mais à l'action forte et massive. Dès la semaine prochaine, un convoi humanitaire quittera Bamako avec plusieurs tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. Le ministre Sidibé, pour donner le ton de ces actions massives, a apporté dans ses bagages 3 tonnes de sucre, 2 tonnes de lait à distribuer aux populations. À l'hôpital, il fera don d'une enveloppe de 1 million pour encourager les médecins émus jusqu'aux larmes. Lors de sa rencontre avec le commandement militaire, le ministre du Développement social et de l'Action humanitaire, reconnaissant les difficultés de la tâche, donnera une enveloppe de 500 000 francs CFA pour récompenser les efforts de sécurité. Je l'annonçais en titre, un accord de paix vient d'être signé pour mettre fin à des décennies de guerre en République démocratique du Congo. 11 leaders africains ont paraphé le texte à Addis Abeba en Éthiopie. Le secrétaire général de l'ONU sera chargé de veiller à son application. Voyons à présent quels sont les points forts et les lacunes de cet accord cadre. Une signature et beaucoup de prudence. Depuis 20 ans, aucun effort de paix n'a réussi durablement dans l'est de la République démocratique du Congo, une région dont les énormes ressources minières attisent les convoitises. Le mois dernier, une question avait fait échouer les négociations. Qui pour commander la force régionale qui sera déployée dans le Nord Kivu pour repousser les rebelles qui y sévissent? Les pays des Grands Lacs se sont finalement ralliés à l'idée de fusionner cette unité armée avec la mission de maintien de la paix de l'ONU. Cette signature est un événement significatif en soi. Mais ce n'est que le début d'un processus qui exige un engagement constant. Ce nouvel accord prévoit une révision stratégique de la mission de l'ONU sur place. La MONUSCO, l'une des plus importantes au monde avec 17 000 hommes, a jusqu'à maintenant échoué à faire cesser les combats. Une révision stratégique, cela pourrait vouloir dire la création d'une brigade d'intervention plus à même d'en découdre avec les différentes rébellions. L'armée de la République démocratique du Congo est opposée au M23, la rébellion la plus lourdement armée de la région. Issue d'une mutinerie, elle a lancé une offensive en accusant Joseph Kabila de ne pas avoir respecté les termes d'un accord de paix datant de 2009. En novembre dernier, le M23 prenait Goma, la principale ville de l'est de la RDC, avant de se retirer, en échange de l'ouverture de négociations avec Kinshasa, des négociations qui piétinent toujours. L'accord d'Addis Abeba appelle également les pays de la région à ne pas soutenir les rébellions. Le Rwanda et l'Ouganda ont été accusés par des rapports de l'ONU de soutenir le M23, ce que les deux pays démentent. Nous poursuivons avec l'actualité. Un jeune prisonnier palestinien est mort dans les geôles israéliennes après 6 jours de détention. D'après les autorités palestiniennes, il aurait perdu la vie pendant un interrogatoire. Ce décès a provoqué des manifestations qui ont pris une tournure violente. Scène d'affrontement ce dimanche à Seir, un village près de Hébron en Cisjordanie. Les Palestiniens expriment leur colère contre les forces de sécurité israéliennes après le décès de l'un des leurs. Arafat Jaradat est mort samedi en détention, officiellement victime de malaise. Il avait 30 ans et 2 enfants.
Dès samedi soir, la famille accusait les responsables des prisons israéliennes. Il a été arrêté à son domicile il y a 6 jours. Les soldats israéliens lui ont dit « Dis au revoir à tes enfants ». J'ai compris qu'ils allaient tuer Arafat. La police israélienne a ouvert une enquête et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, affirme que Arafat Jaradat a été examiné plusieurs fois par un médecin. Mais même l'autorité palestinienne n'est pas convaincue. Le prisonnier était aux mains de la Shabak, l'agence de sécurité israélienne, détenu dans une prison de la Shabak. Donc Israël est responsable de ce qui lui est arrivé. À Gaza, le mouvement Hamas au pouvoir n'y croit pas plus. Il a organisé des manifestations. Et les quelques 4500 Palestiniens détenus en Israël ont annoncé qu'ils observeraient une journée de grève de la faim ce dimanche. Cet événement intervient alors que la tension est vive en Cisjordanie. Ces derniers jours, les manifestations se sont multipliées, en particulier en solidarité avec des détenus palestiniens en Israël qui observent une grève de la faim intermittente depuis plusieurs mois. D'un décès à un autre, le photographe français Olivier Voisin est mort de ses blessures syriennes à Antakya en Turquie. Il avait été grièvement touché à la tête par des éclats d'obus depuis vendredi en Syrie, lorsqu'il suivait un groupe de l'opposition syrienne pour Reporters sans frontières. Olivier Voisin avait 38 ans. Le chef de l'État français a salué son engagement exemplaire. Dieu m'a demandé de me dédier à la prière. Déclaration de Benoît XVI. Très ému pour son dernier Angelus devant une forte foule de fidèles. Un moment très particulier sur fond de nouvelles intrigues au Vatican. La basilique Saint-Pierre comme un aimant et l'avenue qui y conduit noire de monde pour venir écouter le dernier Angélus du pape. Ils sont des dizaines de milliers réunis sur la place. Je vous salue affectueusement, chers amis de langue française. Il y a encore quelques catholiques en France. Donc je trouve que c'est à voir. Donc c'est quand même quelqu'un qui finit, comment dirais-je, qui finit pas sa vie, mais qui finit un règne, on pourrait dire, comme un roi qui finit un règne. Il Signore mi chiama a salire sul monte. Grazie. Dernière apparition au balcon de son appartement sur fond de scandale. Si Benoît XVI aurait renoncé, c'est selon la presse à cause d'un rapport secret avec au menu chantage sexuel, détournement de fonds et jeu de pouvoir dans le gouvernement de l'Église, la curie romaine. Dans la foule place Saint-Pierre, on ne veut pas en entendre parler. Je trouve que c'est exagéré parce qu'on a profité de cette occasion pour écrire. C'est pas d'actualité de mettre ça sur la table maintenant. Il a pris la décision de démissionner. Bon, c'est peut-être un choix honorable. Il faut pas forcément chercher d'autres raisons par ailleurs. On essaye d'avoir du recul malgré tout par rapport à tout ça. Je veux dire, rien que d'être présent ici, je veux dire, l'atmosphère est super conviviale. Il reste aux fidèles un dernier rendez-vous avec Benoît XVI. Ça sera mercredi matin, audience publique sur la place Saint-Pierre. L'actualité sur un tout autre plan en Italie avec le premier jour de vote pour les élections générales. À Milan, Silvio Berlusconi, qui tente un grand retour en politique, a été accueilli au bureau de vote par des militantes féministes. Elles ont par la suite été interpellées sans ménagement. Plus discret, Mario Monti, le chef du gouvernement sortant et à l'origine de la rigueur, a lui aussi glissé son bulletin dans l'urne. Le favori, c'est Pierluigi Bersani, qui incarne le centre droit. Lui aussi a voté. Voilà pour les ténors politiques. Au total, 4 coalitions sont en lice après 18 mois d'austérité. On craint également une certaine abstention de la part des électeurs. Retour sur la petite phrase adressée par le président français François Hollande lors de sa visite au Salon de l'Agriculture. Lors d'un bref échange avec des enfants où il a répondu avec ironie à un de ses très jeunes visiteurs qui lui disait n'avoir jamais vu François Hollande en chair et en os. Tu ne le reverras plus. Des figures de l'UMP se sont offusquées. Je viens de Divion, à côté de Béthune. Oui, ça s'entend. L'humour, un trait de caractère de François Hollande, au point que ses camarades de gauche l'ont longtemps surnommé Monsieur Petite Blague. Hier, au Salon de l'Agriculture, il semblait particulièrement inspiré. Vous l'avez jamais vu, toi? Moi aussi. Bon, ben voilà. Je pousse, tu vois, au Salon de l'Agriculture. Ah bah ouais, tu ne verras plus. Ce matin, très sérieusement, la droite crie au dérapage.
Et il insulte les millions de Français qui ont voté pour Nicolas Sarkozy. Mais surtout, moi, ce qui me choque le plus, c'est que ça s'inscrit en rupture avec une tradition qui, je crois, est une bonne tradition, la Ve République, qui est qu'une fois que l'élection est passée, eh bien, on continue pas à la jouer. On refait pas le match. On a l'impression que François Hollande est obsédé par Nicolas Sarkozy. Pendant la campagne électorale, François Hollande avait dû se faire violence, s'interdire toute blague pour se donner une stature présidentielle. Aujourd'hui, le naturel semble avoir repris le dessus. Salon de l'agriculture toujours, deuxième jour. Cet espace continue d'attirer des foules. Les questions des consommateurs sont nombreuses. Le scandale de la viande de cheval, mais aussi en raison d'une nouvelle pratique qui sera autorisée par l'Europe à partir du 1er juin. L'utilisation de farine animale pour nourrir les poissons d'élevage, cela pose aussi des questions religieuses. La France a voté contre et la France n'introduira pas ces protéines animales pour ce qui la concerne. Les poissons d'élevage français ne seront donc pas nourris aux protéines animales. En revanche, les poissons des autres pays européens vendus librement en France pourront être élevés, notamment avec de la viande porcine. Ce qui pose des problèmes aux communautés religieuses qui s'interdisent de consommer du porc. Non, j'ai pas le droit pour manger ça. Excuse-moi, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est halal, hein. Franchement, voilà. Avec la transformation, je crois que ça reste halal. Hein. Là, franchement, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Normalement, tout ce qui touche le porc, dans notre religion, c'est interdit. Et là, c'est une question à poser à un imam ou quelqu'un qui s'y connaît bien dans l'islam. Direction Nanterre, où le secrétaire général du Conseil des imams de France a moins d'hésitation sur la question. On sait bien que les animaux qui sont nourris de souillure, d'infection, sont interdits à manger, tels que les poulets par exemple. Et de même, quand les poissons seront nourris avec de la viande, et surtout de la viande porcine, elles seront interdites et impropres à la consommation musulmane. Reste à savoir si les poissons nourris avec ces protéines animales seront reconnaissables sur les étals des commerçants. Une solution est à l'étude, l'étiquetage obligatoire des poissons d'élevage européens. Manger ou ne pas manger, cette viande nous amène à cette citation du savant américain d'origine juive, Albert Einstein. Ne faites jamais rien contre votre conscience, même si on vous le demande. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la première chaîne panafricaine. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.